Voilà, bonjour, bonsoir. Donc on va commencer une nouvelle partie de la radiologie, la partie du professeur Salem, qui sera la dernière partie qui nous reste à faire. Donc cette partie de la radiologie va s'intéresser à l'appareil urinaire. Donc cet appareil, vous vous rappelez, il y a plusieurs moyens de le prendre en image. L'appareil urinaire et l'appareil génital lui aussi. Donc cette partie fait les deux à la fois. On se rappelle qu'il y a plusieurs moyens, notamment la radiographie comme la USP, l'échographie, etc. Donc maintenant, nous allons faire le premier cours qui va s'intéresser aux différents examens qu'on peut utiliser. Donc il va nous expliquer quels sont les moyens, les techniques d'exploration de l'appareil urinaire les plus utilisées, notamment la radiographie, l'échographie, l'IRM, scanner, etc. Donc voilà. Bien sûr, en termes de l'appareil urinaire, l'échographie, c'est presque toujours le premier examen. L'examen de première intention, devant n'importe quel signe urinaire, d'appareil urinaire. Et le scanner, il est en deuxième intention, parce que le scanner, quand même, il est ionisant et coûteux, donc on ne va pas l'utiliser en premier. L'IRM, il a des indications particulières, surtout pour le haut appareil urinaire et la pathologie prostatique. Et l'urétrocystographie et la cystographie, ce sont des examens complémentaires eux aussi, qui ont des indications spéciales, notamment l'exploration du bas appareil urinaire, à la recherche de sténose, ou bien de reflux vésico-urinaire, ça veut dire qu'il y a un problème de vidange, etc. Donc le premier examen, c'est l'AUSP. C'est l'arbre urinaire sans préparation. Donc immédiatement, nous prenons une imagerie de l'abdomen centrée sur l'arbre urinaire. Donc c'est une radiographie standard. Les indications de ce AUSP, c'est la colique néphrétique, surtout d'origine lithiasique. Ça veut dire qu'il n'est pas inflammatoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe de fièvre. Donc nous ne sommes pas dans la pyélonéphrite ou bien quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas dans la complication. Donc c'est l'indication de la colique néphrétique simple. Et rechercher des lithiases urinaires radio-opaques parce que ce sont des cristaux calcifiés. Donc ils donneront cet aspect d'opacité au milieu de l'abdomen. Mais chez l'abdomen en général, mais plutôt la voie urinaire. Donc elle permet aussi l'exploration pré- ou post-opératoire d'un calcul urinaire. Donc le suivi avant et après l'opération pour voir si nous sommes bien débarrassés du calcul ou autre. Donc la technique. La technique, un individu, il sera en décubitus dorsal et réalisé de face. Ça veut dire les images vont le couper d'une manière le verticale, alors que lui, il est en décubitus, donc un angle de 90 degrés. Doit couvrir tout l'appareil urinaire, du rein jusqu'à la vessie, préférablement. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et ne nécessite aucune préparation, comme le nom l'indique. L'arbre urinaire sans préparation. Donc vessie vide de préférence, parce que si la vessie est pleine, elle va donner une radio-opacité au milieu derrière la symphyse pubienne. Donc technique, les critères de réussite. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir d'abord les onzièmes côtes, les côtes flottantes, vous pouvez les voir. Les pôles supérieurs des reins, vous pouvez voir cette... Est-ce que vous voyez ma souris? لا Là. لا لا Bon, هو دوت à droite la onzième côte, vous la voyez? L'image à droite? حرك كيف المشكور Vous pouvez voir le pôle supérieur du rein. C'est pas نحيد plein écran d'abord شوف qui فوقس comme la souris. شوف فوقس واش كيف قوس ولا هنا درواش؟ À droite, l'image, mais gauche du patient. C'est le rein gauche du كتبان patient qui est comme le pôle المهم راه supérieur. باينه هذيك باين. Voilà. Le bord inférieur de la symphyse pubienne, on peut la voir. Normalement, toute l'image, on allait la voir. Et le bord externe du muscle psoas. C'est un peu difficile à repérer, mais il بغيت نحل لكم paint, غادي نقدر نرسم لكم le muscle psoas من هذه l'image. Voilà, imaginez avec moi, ندير paint. Donc regardez ici, غادي ناخذ لكم واحد المسطره et vous pouvez voir le muscle du psoas. C'est ça son bord externe. Vous pouvez voir cette ligne qui traverse deux opacités différentes. Vous pouvez les voir. Donc ça témoigne que ici, c'est le psoas, à peu près. Il est orienté sur cette forme. Vous voyez? Et de l'autre côté, c'est à peine visible, mais bon, c'est un peu près comme ça. C'est difficile de l'autre côté parce que la résolution est basse. Mais tout de même, vous pouvez voir l'orientation du psoas. Oups. Donc le bord externe du psoas, lui aussi, est visible. Vous voyez, je le retrace encore une fois. On peut le voir, qui s'oriente comme ça. Vous vous rappelez du muscle psoas? اه وي. Qu'est-ce qu'il permet le muscle psoas?
Flexion de la jambe. Flexion de la jambe, très bien. La cuisse, la cuisse. فهمتك شنو بغيت نقول la cuisse عندك الحق. La hanche, flexion de la hanche. Ouais. Donc le résultat, ce cliché il permet كاين d'analyser. نعم محمد. باش الله يحفظك البوق انفلو كيبان لك هنا سانفيس بيبين ما وراه سفيني سانفيس بيبيان. سانفيس بيبين التحتانية هي راه كيبان خاصهم يزيدوا لا لك فاش ليماج باش كتلاقاو تبان لك، دونك غيبان لك بجوج البور سوبيريور انفيريور غيبان راه كيبان. المهم le résultat, on analyse les ombres rénales. S'il y a un problème au niveau du rein, ça va être visible. Le bord externe des psoas, la vessie et l'aire de projection de l'urètre et de la prostate. On va les voir. Donc regardez ici, on peut voir les ombres rénales. Donc, voilà, ne sont pas visibles normalement. Les ombres rénales de l'autorein, on peut seulement voir une portion. Que si elles sont entourées d'une couche graisseuse suffisante et qu'il n'y a pas de superposition de clarté digestive. Parce que si nous avons les niveaux hydroaériques superposés, ça donnerait une difficulté à interpréter. Et continue pour voilà. Leur grand axe est égal à la hauteur de 3 vertèbres et demi. Pour distinguer voilà, soit le petit rein ou bien un gros rein. Donc les deux atteintes. Vous vous rappelez, le petit rein, ça témoignait les infections chroniques et ce qui donnait l'insuffisance rénale chronique. C'était ça les signes de petit. L'indication, les étiologies du petit rein. Et le gros rein, c'est dans la plupart des cas une dilatation due à Hydronéphrose. hydronéphrose ou autre عقلت هاد chose. اللعيبه اللي كنا هاد اللعيبه نيت كنا شفناها في الانسيدونس غينال اونيك Aïe, كتكون aïe, ديالها انفيريور 3 فيرتيبر voilà. هي هذيك Très bien. Voilà, vous pouvez voir cette image, elle a une meilleure résolution. Vous voyez le muscle psoas, son orientation. Donc oblique en bas et en dehors, visible de D12. Il prend ses insertions sur les vertèbres et il va se diriger jusqu'au petit trochanter. Bon, il a plusieurs chefs, mais il va se diriger vers le fémur et l'os iliaque pour permettre la flexion de la hanche et de la cuisse. ياسين Non. هذاك سميتو رجع هذاك لي زومبغينا Mhm. قبيله قال لك كيبان لنا البو هذاك البول سوبيريور Ah, le pôle والبول supérieur est سوبيريور bien كيبان ضيق visible. ديال التم Regarde ici. Bon, tu ne vois pas ma souris. عشان دابا كيبان لك la souris. هذا كيبان لي السوري Donc voilà. ها هو هاد l'ombre. Regarde ici, on peut voir le diaphragme, cette opacité, ensuite une légère clarté. Donc ça témoigne qu'on a changé de région. Et ici on peut voir ce bord qui trace comme le rein est surrénal ديالو فوق منه. سير شي صوالح اخرى من غير هذه اللي فيها هاد البيوضيه لا ولا هذه صعيبة انتربريتها. La résolution est basse. Euh, on est descendu encore plus bas, donc on peut pas vraiment voir on peut pas vraiment. Bon, on a كيبان لك un problème donc كيبان لك dilatation البيا لوكاليسيال او ماشي بيا لوكاليسيال غير ديال المهم قال لك كاليس. البو المهم قال لك نورمالمون البوغ Le bord سوبيريور supérieur doit سي être repéré. لو Donc بول ensuite, سوبيريور ديالو donc le bord externe des psoas, il est aussi visible. Et la vessie, normalement, elle est invisible si elle est vide, mais si elle est pleine, on peut voir une opacité hydrique dans cette région-là. À l'intérieur derrière, ماشي derrière, c'est supérieurement à la symphyse pubienne. Donc, شنو قال لك ياسين كتبان سميتو نعم. ديك كتبان الاونزيام كوط قبيله Ah, les côtes flottantes. Regarde جوج ici en haut. اونزيام Oui, 11e, 12e, elle est à peine visible. Donc, la 11e, c'est le critère de validité. La 12e est très petite. Oui. Donc voilà, la vessie, comme on a dit, normalement, elle est invisible si elle est vide, mais si elle est pleine, on peut voir une opacité hydrique au centre entre les deux os iliaques, ainsi que l'aire de projection de l'urètre et de la prostate. On peut le voir situé en arrière et en dessous sur la symphyse pubienne et sur la ligne médiane. On peut voir une région ici qui témoigne de la prostate surtout et l'urètre, donc la sortie de la vessie. Donc pourquoi on parle de ceci? Nous allons voir si on opacifie donc l'injection de produits de contraste, on peut avoir des troubles à ce niveau-là, en bas. Donc ça témoigne que c'est une atteinte surtout soit une hypertrophie de la prostate qui sténose la voie ou bien autre chose. Donc vous allez voir un cercle, une forme ovale
et en bas qui est sténosé et qui ne laisse pas passer le liquide opacifié. Donc c'est pour cela, si nous avons un problème dans cette région, c'est plutôt la prostate et l'urètre que la vessie. C'est bon? Ouais. Donc voici des exemples des atteintes. Regardez ici, en bas, la vessie est bien visible. La vessie, donc opacité calcique pelvienne, lithiase vésicale, un problème qui bloque et ainsi la vessie est pleine. Et on ne peut plus voir le liquide après. Après, il n'y a plus de liquide au niveau de l'urètre ou autre. Donc voilà, c'est un problème Blocage. blocage. Donc soit au niveau de l'urètre ou bien le bas de la vessie, etc. Donc, ainsi que, regardez ici, l'opacité calcique occupant toutes les calices. Donc, dilatation des calices intrarénales. Donc, il y a probablement un obstacle dans la voie d'excrétion, ce qui induit cette dilatation et voilà, l'accumulation de ce liquide. Et ce qui va nous donner l'hydronéphrose, par exemple. Et qui peut se compliquer de l'inflammation, l'infection. Donc voilà, c'est ça concernant la USP. Maintenant, on passe vers un examen très important, l'échographie. L'échographie, vous devez savoir que pour l'abdomen et les voies rénales, il occupe largement sa place. Ce n'est pas comme les autres structures, l'échographie cérébrale. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est un peu difficile. Là. C'est un peu difficile. Donc, l'échographie est très importante, surtout lors de l'exploration de l'abdomen et les voies rénales. Donc, l'appareil urinaire, l'échographie, c'est l'examen de première intention le concernant, puisqu'il est facilement disponible et non invasif. Vous comprenez très bien que l'échographe, il est très facile à transporter. Ce n'est pas comme une radiographie. L'échographie, il y a même des petits appareils de poche que vous pouvez transporter avec vous. Et anodin, ça veut dire indolore, non ionisant, etc. Et non invasif, on n'a pas besoin de chirurgie. Il permet l'exploration morphologique, mais pas de renseignements sur la fonction. Donc c'est juste une exploration morphologique pour voir la taille des organes. Est-ce qu'il y a une dilatation? Est-ce qu'il y a un petit rein, etc. Donc les indications, c'est surtout l'étude du parenchyme rénal et de l'espace périrénal, ainsi que l'étude de la vessie. On peut voir les lithiases de la vessie. Et guidage, dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Si par exemple, si par exemple la vessie est inaccessible par sondage vésical, parce qu'il y a une sténose par exemple, on peut faire une biopsie. Mais une biopsie, c'est une autre voie. On peut accéder par la peau. Ce n'est pas vraiment une biopsie, c'est juste pour... عاود شنو قلت لي ماشي نعم. عاود شنو قلت On لي peut faire une عاود ponction. شنو قلت لي نعم. عاود شنو قلتي ما سمعتكش شنو هي آخر حاجة اللي سمعتي؟ كنتي كدوي ما سمعتكش اصاحبي ديال قلتي ايكوغرافي ما راه مابقيتش سمعت شي حاجه Je- ما لي زانديكاسيون دوي على لي زانديكاسيون Les indications. Donc l'échographie est très importante parce qu'elle nous permet l'étude du parenchyme. Ça veut dire qu'on peut voir le rein, le parenchyme et les voies excrétrices. On peut voir cette différence. Même chez l'image, je te fais moi, regardez ici. Vous pouvez voir la zone corticale et ensuite les voies excrétrices. Donc on peut les différencier ainsi que la paroi rénale. Regardez ici. Donc ça nous permet de l'étudier. S'il y a un rein normal ou bien un rein de taille irrégulière avec une dilatation calicielle, etc. Ça nous permet aussi d'étudier la vessie. Nous avons l'échographie de la vessie. C'est une échographie de la vessie. Donc on peut voir une vessie pleine. C'est pour cela qu'elle est anéchogène. Parce que les urines, c'est un liquide uniforme. C'est pour cela qu'il est anéchogène au centre. Et il trace le contour de la vessie. On bête le guidage des gestes percutanés. Le guidage dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Déjà, je fais la radiologie partie 1. Donc, lorsqu'on veut faire une intervention, que ce soit une ponction, une biopsie et autres, la radiologie interventionnelle, elle nous guide et nous facilite la tâche. C'est bon? Donc, bien sûr, l'échographie, pas vraiment de préparation. On a juste besoin de le gel et ensuite on commence à étudier. L'exploration du bas appareil urinaire exige une vessie pleine et des sondes sectorielles qui utilisent une fréquence entre 3,5 à 5 MHz. Ce n'est pas comme l'abdomen. L'abdomen, il utilise des sondes à 10 MHz. L'écho-Doppler nous permet d'explorer surtout la vascularisation, l'écho-Doppler, le mouvement des fluides. Et l'étude après miction permet de calculer le résidu. S'il y a un problème, par exemple, de vidange, ça veut dire un individu incapable de vider toute sa vessie. C'est bon?
Très bien. Ouais. Donc voici les résultats comme on a dit. On peut voir le rein normal, qui a une forme ovalaire et une taille moyenne de 10 cm. Ce sont l'anatomie normale. Et les contours réguliers. Ça veut dire qu'on ne voit pas de kyste, on ne voit pas une paroi épaissie, on ne voit pas de Pourquoi je me dilatation, gonflais? etc. Très bien. Donc le contour est régulier et la taille est normale. La zone périphérique, donc regardez ici, on peut distinguer le cortex du sinus rénal, ça veut dire la voie d'excrétion. Donc la zone périphérique, elle est hypoécogène. Regardez ici le cortex du rein, au sein duquel la corticale et la médulaire sont bien différenciées. On peut voir la corticale, donc cette zone, et la médulaire. La médulaire, ce sont les voies d'excrétion qui commencent à se former. Sont bien différenciées. La médulaire est moins écogène que la corticale. La médulaire est moins écogène que la corticale. Est moins écogène que la corticale. Bon. Et la zone centrale, c'est le sinus rénal qui est très écogène parce que c'est là où nous avons la jonction des calices, la formation du liquide qui subit encore les transformations et autres, les réabsorptions, sécrétion. Donc, Oui, oui. C'est كيفاش bon. خلاص تكون العكس واقيلا ما نعرف. corticale, la corticale est moins écogène que la médulaire est moins écogène que la corticale. Allez, je suis d'accord. Réfléchissez avec moi. C'est la caractéristique de la radiologie, de l'échographie. Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? حيت جو بونس نورمالمون حيت لا ميدولا غيتجمع فيها الليكيد ولكن الليكيد سي انيكوجين اصلا دونك جو بونس غالطين هنا والله اعلم ما عرفتش بون قيدوها تنمشيو لونفي اذا كان شي واحد يكون باغي يسولها. مي فوالا سي شفت مثلا حاجه لي كاركتيرستيك. صبر نحبس الريكورد واحد اللحظه. Donc voilà, la zone centrale et le sinus rénal, il est hyperécogène, et la cortex et la médulaire, on peut les voir, qui sont hypoécogènes par rapport au sinus rénal. Ensuite, comme on a dit, on peut étudier la vessie. Les cavités piélo-caliciales ne sont pas visibles sauf si elles sont dilatées. Donc regardez ici, on ne peut pas vraiment les distinguer, mais si elles sont dilatées, on peut les différencier. Les urtères et l'urètre ne sont pas explorés par l'échographie, et ensuite on cherche la vessie. La vessie pleine est à contenu anécogène, comme vous le remarquez ici, et à paroi fine d'épaisseur, régulière, mesurant moins de 5 mm. Regardez. Donc ce sont des caractéristiques normales qui vont être altérées lors de l'infection, lors d'une rupture, etc. ياسين Regardez ici, Nam Mohamed. واش اخويا وريني كافيتي بيلوكاليسيال ما كتبانش ليك حيت c'est normal. Si c'est dilaté, on pourrait voir plus facilement le sinus rénal qui est dilaté. Le sinus rénal, c'est la sortie le pied long et les calices qui rejoignent. Les calices qui se unissent pour nous donner le pied long et ça sort. Mais c'est à peine visible parce que c'est la normalité, il n'est pas dilaté. Mais dans la dilatation, on peut voir la paroi des structures. On peut commencer à les voir. Non? هبط لتحت نشوف واحد اللعيب وي كما قال لك نسطمبا صافي نسطمبا فيه. Voici encore une fois une échographie, mais un peu plus spécifique, donc plus capable. Et on remarque un petit en bas de la vessie les vésicules séminales des deux côtés. Donc ce sont des petites régions hypoécogènes de part et d'autre. Et probablement ici c'est l'abouchement de l'urètre. C'est bon? Oui. Ensuite, ouais, comme ça là-bas. Ensuite nous avons le scanner ou bien la tomodensitométrie. La tomodensitométrie, c'est donc ensuite, on passe à la tomodensitométrie ou bien le scanner. C'est un examen de deuxième attention qu'on l'utilise lorsque, par exemple, l'échographie ou bien la radiographie n'a pas été suffisante pour déceler la lésion ou bien d'autres indications précises. Donc la tomodensitométrie, elle dépasse largement l'urographie intraveineuse et elle est considérée comme l'examen de référence dans l'exploration de l'appareil urinaire spécifiquement, puisqu'il permet une étude morphologique et même une étude fonctionnelle, parce qu'on peut voir est-ce qu'il y a une excrétion normale ou autre. Donc les indications, le bilan de lithiase urinaire, donc le bilan d'extension, si on veut voir s'il y a une dilatation, s'il y a une infection ou autre, il est meilleur que la USP. On peut le comprendre immédiatement, le scanner est plus spécifique. Il nous permet aussi le bilan d'extension locorégionale des cancers,
donc pour étudier les nodules, les métastases, etc. Des voies excrétrices, de la vessie, de la prostate, donc les cancers qui peuvent toucher n'importe quelle région de l'arbre urinaire, de l'appareil urinaire. Il nous permet aussi de faire le bilan des traumatismes rénaux pour évaluer l'étendue du traumatisme. Est-ce qu'il y a une ischémie? Est-ce que la vascularisation est interrompue? Est-ce que l'urtère est sectionné, etc. Ainsi que le diagnostic et surveillance d'une pyélonéphrite aiguë. Donc, pyélonéphrite aiguë, c'est quoi la pyélonéphrite aiguë? هي لا ندير انا واحد لانفيكسيون بكتيريان توش لي غان وكذا وصافي مسؤولة ريسبونسابل ديال دوطخ ايتيولوجي ابخي فهمتي المهم تنوصلوا لها. Bon, la pyélonéphrite aiguë, voilà, comme on a dit, c'est l'infection qui concerne l'arbre urinaire et dans la plupart des cas, ça cause aussi des blocages surtout dus à l'infection. Et ça pouvait donner la symptomatologie qu'on peut voir au scanner. Donc la technique, bien sûr, vous connaissez très bien comment le scanner il fonctionne. Plusieurs séries de coupes successives. Et nous avons plusieurs acquisitions. La première est réalisée sans produit de contraste. Donc on veut juste étudier la morphologie depuis le diaphragme jusqu'à la symphyse pubienne. Donc on ne va pas faire le scanner du haut en bas. On va juste voir l'abdomen. On ne va pas chercher le thorax ou bien le cerveau parce que ça ne nous intéresse pas lorsque l'atteinte elle concerne seulement l'appareil urinaire par exemple. Donc les indications, c'est rechercher des calculs, surtout ceux qui n'ont pas été visibles sur l'AUSP. Parce que comme on a dit, le scanner, il est bien meilleur que l'AUSP pour déceler ces lésions. Et déceler une composante graisseuse et des calcifications. Donc voilà, puisque le scanner est plus spécifique, donc on peut voir ce que l'AUSP ne voit pas. الدراري شكون اللي عنده هذا الميكرو كيدير الصداع؟ طه قطع الميكرو عافاك ما كنتيش تهضر. راه انا مع زايد الصوت في لونجسترمون راه انت ما كتسمعش بالجهد ولكن انا راه كتقب لي ودني. ياسين نعم محمد. زيد صوتك انت ونقص لينا حنا الصوت. لا وانا ما نسمعكمش داك سولتوني انا سؤال. لا في ستريم ماشي علينا. ستريم كيفاش راه في ستريم ديجا نقص صوتكم. زيد نقصو زيد صوتك انت. Hein? Donc on continue. Et ensuite, on peut faire une deuxième acquisition. C'est après l'injection de produits de contraste. Donc après l'injection de produits de contraste, vous allez comprendre que vous comprenez très bien que le produit de contraste, il doit éventuellement être éliminé, n'est-ce pas? Ouais. Donc on peut étudier la dynamie. La dynamie, ça veut dire son mouvement. Le temps que ça prend pour l'être excrété. Et ça va nous tracer les voies urinaires. Donc le temps artériel est néphrographique. Donc on a plusieurs temps. Vous vous rappelez de cette notion? Les temps. Le temps artériel et le temps néphrographique. طون ارتريال والتيسيلار. Donc هي فين كيبان كل واحد طون ارتيريال غيبان لك غير فهمتي لي فيسو كاملين تيسيولار غيبان لك غير لي تيسيو ملي غيبانوا لك مزيانين وصافي بحال هكا. le suivi de la circulation du produit de contraste. Donc, puisqu'on l'injecte dans le sang, le premier temps, c'est le temps artériel. Et ensuite, nous avons le temps néphrographique. C'est le temps où le rein il commence à excréter ce produit de contraste. Donc, le temps artériel nous permet de voir l'aorte, vous voyez ici. La vascularisation du rein, vous pouvez voir les deux artères, pré- et rétropyélique, etc. Vous vous rappelez de ça? Oui. Très bien. Donc, intérêt, étudier le rehaussement cortical. Parce que ça nous montre que le rein est bien vascularisé. S'il n'y a pas de rehaussement, ça peut être témoin de l'ischémie. Et s'il y a un rehaussement en excès, ça témoigne qu'il y a une hyperémie. Ça veut dire que qu'une région du rein est très vascularisée. Et ce phénomène, il se produit quand à votre avis? Une tumeur hypervasculaire. Mais quoi d'autre? Quand... Hein? Il se produit aussi quand? Une autre cause de l'hypervascularisation. ديال الهيبرامي راكم عارفينها غير ما فهمها كونسير هو كونسير تيمور هيبر فاسكولار هو كونسير زيد كوا دوطر l'infection l'inflammation elle induit la vasodilatation كما قلتي l'inflammation ça aussi ça induit une hyperémie donc on peut la voir. Ensuite, voilà, la troisième acquisition, le temps tubulo-excrétoire.
Donc on commence à voir donc le temps ou veineux, réalisé à 90 secondes, analyser le parenchyme rénal. Donc vous pouvez voir ici les deux reins, leur parenchyme est rehaussé. Regardez ici par rapport à l'image en haut. يا فين بلاش واحد اللعيب نعم. طلع البروميير طون Artériel. البروميير اكيد Ah, la première acquisition, sans produit de contraste. Il n'y a rien. اه Après هادي injection مورا de هذاك produit de contraste, et on suit le produit de contraste. Ton artériel, ton parenchymateux ou là, ton tubulo-excrétoire, et ensuite le temps excrétoire. Temps tardif ou excrétoire. Regarde ici, on peut voir le pied lent où il y a tout le produit de contraste. Tu vois? Donc voilà, l'intérêt c'est étudier. Donc chaque temps il a un intérêt, notamment le temps soit pour voir la vascularisation, pour voir les tubules, est-ce qu'ils sont normaux, et maintenant les cavités excrétoires, est-ce qu'il n'y a pas de sténose ou bien un blocage. Donc l'uroscanner, comme on l'a dit, ok, je mets en canine. Donc nous avons une image sans injection, le temps artériel, le temps néphrographique pour voir la vascularisation du rein, et le temps tardif pour voir l'excrétion du produit de contraste. C'est bon? Donc on parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'on cherche? La sémiologie, la terminologie. واش الايتيت دان ترومبو لا بلاتي في الطون فاسكولار ياك N'importe quand. غير la sémiologie, comment on peut expliquer les lésions? On les classifie comment? على حسب الدوغري ديال لاتانت رينال Ouais, bien sûr, elle accepte le degré de l'atteinte rénale. Mais comment on va interpréter un scanner? degré de rehaussement. Degré de rehaussement. Oui, mais c'est quoi le rehaussement? Qu'est-ce qui se passe? كانت داكشي الشيماء غيكون عندك rehaussement excessif. Et comment on remarque le rehaussement? C'est quoi au scanner? Ça donne quoi? Quel aspect? Opacité. Opacité scanner. لا انا كيف L'hyperdensité. L'hyperdensité. Donc on va voir les lésions soit Hyperdensité. hyperdenses, on va voir les lésions soit hyperdenses ou bien hypodenses. Ça dépend le type de lésion. Donc il m'écrit le degré d'atteinte et on va voir. Et on va les classifier. Donc par exemple, on remarque une lésion au niveau de la jonction piélo-calicielle hyperdense. Ou bien quelque chose, voilà, une image coralliforme. Vous vous rappelez de ce terme? Les préparats sémiologie من QCMات. Non? كورالي Donc, les types d'imagerie qu'on remarque, ils peuvent indiquer quel type de lithiase nous avons. Et les lithiases sont des lésions, et on va les décrire comme ça. Donc on va dire, nous remarquons une image coralliforme, une image, j'ai oublié ça, les autres noms, mais voilà, ça indique quel Lithiase triangulaire. triangulaire où se trouve la Ovoïde. lithiase. Et ce sont des hyperdensités, donc on va les décrire comme ça. On peut aussi faire les reconstitutions. Donc le scanner, bien sûr, vous connaissez très bien que les images obtenues, on peut les insérer dans un logiciel et le logiciel il va nous donner une reconstitution soit 2D ou la 3D pour nous faciliter la vision. Donc les reconstitutions sont possibles avec le scanner et le QIDAL ainsi que les reconstitutions des voies urinaires opacifiées qui remplacent le cliché d'urographie intraveineuse. On va voir c'est quoi l'urographie intraveineuse post-scanner. Bien sûr, il est utilisé surtout dans le cadre de la recherche des lithiases. Donc si nous avons un blocage, on va voir que la reconstitution, il nous montre une interruption de la continuité de l'expression. Très bien. Et bien sûr, l'uroscanner peut être réalisé sans injection ou bien avec injection. Le scanner, ça dépend. Si nous avons besoin de faire l'injection de produits de contraste, on le fera. Donc voici, regardez ici à droite, on peut voir une image qui nous donne une reconstitution urographique. On peut voir les voies urinaires, les deux reins, les voies excrétrices et ensuite la vessie, jusqu'à la vessie. Donc voici une reconstitution de la 3D. On peut voir les structures. Regardez ici, maintenant le scanner reconstitution vasculaire. On peut voir la vascularisation du rein. Donc voilà, rappelez-moi un peu la subdivision artérielle. Donc on commence. C'est quoi? Artère rénale. Avant l'artère rénale, elle provient de... لا خصو ديري سوناتير واحد في دقة عفاكم، واحد في دقة. You choose. سير انت ياسين عطيني شي. l'artère rénale provient d'où? L'artère rénale, près au rétropiélique, Elle interne. provient d'où بعدا؟ من l'aorte abdominale. l'aorte abdominale, artère rénale, très bien. زيد من بعد. Près rétropiélique, Très rétropiélique. interlobaire. interlobaire. زيد. هذاك circonflexe. Complexe. ارتيفون Arciforme. Arciforme, c'est ça. Arciforme. Radié. Interlobulaire. Interlobulaire ou la radié.
ومن بعد صافي آه، كيما افيرونت artériole, ارتيريال affaire. افيرونت Très bien. كيدخل ارتيريال افيرونت. Et ensuite, nous avons le drainage veineux qui est calqué sur la vasculation. Très bien. Donc, on peut les étudier s'il y a par exemple une ischémie ou autre. Les contre-indications, bien sûr, du scanner, dites-les-moi, c'est quoi les contre-indications du scanner? غروسيس. La grossesse, دايما هذه كاينة دايما. Quoi d'autre? Dans le scanner, on utilise un produit de contraste, n'est-ce pas? وي. Donc, l'allergie. l'allergie. Un produit Mais de quoi contraste. d'autre? لا زين. Quoi d'autre? D'abord, on étudie quoi d'abord? Insuffisance rénale. L'insuffisance Insuffisance rénale, rénale, parce qu'il ne va pas Ah, être oui, oui, filtré. oui. Voilà, donc donne-moi les contre-indications. Donc les insuffisances rénales, surtout sévères ou terminales, l'allergie aux produits de contraste, donc c'est un peu difficile, mais on peut la contourner. Comment? On donne un antihistaminique, donc on veut éviter l'allergie, ou bien la grossesse. La grossesse, c'est une contre-indication presque absolue du scanner, parce qu'on va ioniser le nouveau-né. L'image, ensuite, voilà, donc c'est tout concernant le scanner. Maintenant, nous allons passer à l'IRM. L'IRM est surtout pour étudier les voies urinaires. Donc, on parle surtout de l'uro-IRM. C'est un examen performant dans l'étude de l'appareil urinaire, mais il n'est pas demandé en première attention, bien sûr, parce que l'IRM, il n'est pas encore très accessible. Et vous vous rappelez très bien qu'il y a un examen plus facile à utiliser, l'échographie, avec les premières intentions. Donc, l'IRM, quand est-ce qu'on l'utilise? Lorsque le scanner est inaccessible. Donc, on a besoin quand même d'étudier profondément. Mais le scanner, on ne peut pas utiliser chez cette patiente, par exemple, parce qu'elle est enceinte. Donc, on va avoir recours à l'IRM. Ou bien, détection des petites tumeurs, parce que l'IRM, il a une bonne sensibilité. Bilan d'extension locorégionale des tumeurs rénales et vésicales. Donc, la stadification TNM, pour étudier soit les nodules ou bien les métastases. Évolution des tumeurs rétropéritonéales. Mohamed. ياك البيلون ديكستانس كشوته بالتدين. Le scanner, oui. Donc, les deux, ils servent presque à peu près les mêmes utilités. غير كانت كونتر انديكاسيون تي ام كنديرو ليا. L'IRM immédiatement, mais quand même, si on a le choix, alors, les deux, ils sont très performants. Les deux, ils peuvent nous indiquer à peu près les mêmes choses. Mais surtout, le uro-IRM, c'est surtout pour les voies biliaires, les voies هذا urinaires. البيلون ديكستونسيون فيه بزاف ديال بحال الإيغام تيقدروا يصيروا حتى سانتيغرافي ولا شي حاجة أخرى بالنسبة للميتاستاز. المهم كمل. حتى البيت سكان فوالا حتى البيت سكان راه كيدير لك بيلون ديكستنسيون ليكوروجينال لوكوريجينال ولا كاع جينيراليزي ديال الكور هيومان اون اونتيي etc. Il permet aussi l'évaluation des tumeurs rétropéritonéales, la caractérisation tissulaire des processus tumoraux, ça permet de voir s'ils sont très vascularisés, peu vascularisés. On peut les voir par le séquençage, vous vous rappelez, la séquence diffusion, séquence perfusion, T1, T2, flair, etc. Alors en fonction de la séquence qu'on utilise, ça nous permet de chercher, elle prouve une indication et cherche quelque chose spécifiquement. Donc on peut voir la perfusion des processus tumoraux, comment ils sont. Et surtout la pathologie obstructive des voies excrétrices. On peut la voir, elle est flagrante dans l'uro-IRM, elle est facilement dépistée. C'est bon? Ouais. La technique, vous connaissez très bien quelles sont les contre-indications de l'IRM, bien sûr. هذاك الحديد العيد. الحديد عندك تقول لي عاوتاني غروسيس contre-indication لا 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 absolue بقولها هو الحديد voilà. En discussion, En discussion, la contre-indication de la grossesse, ce n'est pas parce qu'il y a un risque, c'est juste par précaution. Très bien. L'IRM, quoi d'autre? C'est quoi l'IRM? Comment ils utilisent? C'est quoi? Tom magnétique. Champ T12, magnétique, T1, Champ T2, magnétique. acquisition. Très bien. Donc voilà. Et bien sûr, quel produit de contraste? Comment s'appelle-t-il? Les produits. غادوليني. كلك تبغي نسول ياسين بالضبط حيت قال لي صافي عاد دوز اذا جاوب عليها غلط. صافي عرفتك فاش سولتيني غنقول لك غوداليني. Oui. Voilà. La technique, l'examen est réalisé dans les trois plans de l'espace. Les séquences, on peut utiliser soit T1, T2, saturation de la graisse, séquence uro-IRM ou bien injection de gadolinium. Donc, on demande les séquences les plus utilisées. Les contre-indications, bien sûr, ce qui est métallique, donc sur le pacemaker, corps étranger métallique ou bien clip vasculaire, etc. Donc, voici des exemples d'images en différentes séquences. Donc, vous pouvez voir ici l'uro-IRM et aussi ce sont d'autres séquences. Ça nous permet de... Oui. فكرني اخو نحفظ داك فهاد اللي غير نسيت ديك فاش كان انمي واحد الشون مانيتيك هو اللي كيشد ديك الهيدروجين ديك ليدروجين كيورينتي واحد Il les oriente. Donc on génère un champ magnétique B1 qui est 1000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Et ensuite on commence à envoyer... Ensuite on commence à envoyer des ondes radio.
des ondes radio pour orienter en fonction de ce qu'on veut. Soit les ondes radio, les types sont plusieurs. Mais les séquences مختلفين. صافي Voilà. صافي Voilà. Ensuite, l'urographie intraveineuse. L'urographie intraveineuse, c'est quoi? On injecte un produit de contraste dans les veines et on remarque son élimination. الدراري شي واحد فيكم عنده الدراري طه طه قطع الميكرو اذا كنت تقول شي حاجه عاد هضر عافاك راه انا ودني كضرني حيت دابا شوف راني زايد الصوت باش نقدر نسمعكم نورمالمون راه كنكون في الكاسك غير هذا الصوت اذا هضرت ما غنسمعكمش بحال هكا حيد ستريم وقف واخا انا وقف ستريم. Donc voilà, on continue. Donc l'urographie intraveineuse, elle consiste en quoi? L'injection d'un produit dans les veines, produit de contraste, le scanner, mais l'urographie, c'est la radiographie standard qui se base sur l'injection de ce produit de contraste. Donc elle a été remplacée, c'est pour cela qu'elle est de moins en moins réalisée. Elle permet l'étude de la lumière et de l'ensemble de l'arbre urinaire. Et il donne une fois une étude fonctionnelle et morphologique. Et elle est abandonnée parce que le scanner, il la remplace grandement. Donc les indications, elles sont aujourd'hui très restreintes dans le cas de l'exploration d'une hématurie, les uropathies malformatives, études mictionnelles de l'urètre pour voir s'il y a un problème de vidange ou bien une sténose de l'urètre ou bien quelque chose d'autre, et une étude périopératoire en urgence. Donc elles donnent les indications mais qui sont très restreintes et elles diminuent de plus en plus. Les contre-indications, bien sûr, ce sont les mêmes que le scanner en injection de produits de contraste, soit l'insuffisance rénale terminale surtout, la grossesse, l'allergie et la déshydratation. Parce que vous comprenez très bien qu'on a besoin d'éliminer ce produit de contraste. Donc si l'individu il est déshydraté, il n'aura pas une bonne élimination rénale et donc le produit de contraste il ne sortira pas. Donc la technique, un régime alimentaire strict, pauvre en résidus, si allergie, une prémédication antihistaminique, un jeûne de 6 heures, et ensuite on réalise un cliché d'AUSP suivi de l'injection intraveineuse de produits de contraste. C'est pour cela qu'elle s'appelle une urographie intraveineuse. Une radiographie standard de l'appareil urinaire après injection intraveineuse de produits de contraste. De 1 à 2 millilitres pour chaque kilogramme, le poids de l'individu. Ensuite, une série de clichés successifs à 10 minutes d'intervalle est effectuée pour étudier la distribution du produit de contraste. Bien sûr, quel type de produit de contraste on utilise dans ce cas à votre avis? Lequel? Les produits... Question pour un champion? Là, comme je partage, ok, moi. Les produits? Quel cas c'est? Comment? Les questions de radiographie? Radio opaque. Radio opaque. Mais bien sûr, ils sont radio opaques. Mais lesquels? انت فين خدموا بهذا شمن هذا C'est quel produit on utilise? De contraste. De quel type? يودي Iodé, ça corrige la barre. Le scanner et la radiographie utilisent des produits de iodé. Sauf le tube digestif. Le tube digestif, il utilise le baryté. Donc, suivi de la progression normale du produit de contraste dans la voie urinaire, et après réplétion vésicale, ça veut dire on vide la vessie, des clichés permictionnels. Mais chez réplétion, ça veut dire la vessie elle est pleine. On demande à l'individu d'uriner et on étudie l'urètre, permettant l'étude de l'urètre s'il y a une sténose, s'il y a un problème. Et ensuite, nous avons un cliché post-mictionnel après la fin pour voir s'il y a le vidange complet de la vessie. Et fait après évacuation complète de la vessie pour voir s'il y a un problème. Et s'il y a un retard d'excrétion, des clichés tardifs sont réalisés pour voir s'il y a un problème, une sténose, un reflux, etc. Je peux dire Non. Donc un cliché de 24 heures est aussi exigé avant de retenir le diagnostic d'un rein non fonctionnel. Ça veut dire si après 24 heures et on ne remarque pas l'expression de produits de contraste par le rein, on parle d'un terme, le rein muet, qui est un non fonctionnel. L'insuffisance rénale terminale par exemple, zéro, mais chez l'insuffisance rénale. Donc les résultats. D'abord on étudie le haut appareil urinaire, les calices, le piélon, l'urtère, etc. Donc la sécrétion du produit de contraste, l'excrétion plutôt, est bilatérale, synchrone et symétrique dans la normalité. On peut voir les petits calices, on peut voir ensuite et ce qui suit après. Les petits calices sont opacifiés dès 3 minutes. De la face, les reins apparaissent obliques en bas et en dehors. Le rein gauche bien sûr est plus haut situé que le droit. Voilà, parce que le droit est abaissé par le foie, donc c'est l'anatomie normale. Et c'est ce qu'on voit. Donc c'est l'AUSP. On ne voit rien, n'est-ce pas?
On peut à peine voir le rein, Ouais. regardez ici. On peut voir le psoas, vous vous rappelez? On peut les voir, on peut les Mm. tracer un peu. Le rein gauche. Vous voyez mon curseur? Ah, c'est bien. Yes. Voilà. Ensuite, regardez ici, après 5 minutes, on peut voir le produit de contraste qui nous trace tout le parenchyme rénal, droit et gauche. En haut, regardez en haut. Ouais. 5 minutes. À 10 minutes, donc voilà, l'eau appareil urinaire. La ligne réunissant l'extrémité des petits calices est appelée la ligne de Hodgson. Elle est parallèle au contour externe du rein. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, ces deux lignes. Donc la ligne de Hodgson, c'est dans le cas de la normalité. On va voir que ces deux lignes ne seront plus normales lors de l'altération des reins, soit hydronéphrose, ou bien petit rein, ou bien autre chose. Donc là, c'est juste un repère de la normalité. Si ces deux lignes sont parallèles, donc c'est bien. Donc voilà, et Mais par... Non. بجوج مسلسل دايرين دي هادسون. Euh, لا لا la ligne راه réunissant غلط راه غلط l'extrémité est appelée. La ligne réunissant l'extrémité des petits calices. رجع حتى راه حتى كاش بينها لي اف اس مكتوبه بوانتي فان بوانتي اف. كيدوز هذاك لي كاليس هذاك اللي ترسمو تماك اللي مخطط غليظ هذاك هو اللي ندير Le Hudson. Et s'il est parallèle au contour externe, راه à la مزيان. paroi externe du rein, c'est bien. S'il est parallèle. Donc la distance qui sépare cette ligne du bord externe du rein représente l'épaisseur du parenchyme rénal elle aussi. Donc elle nous permet aussi de dépister le petit rein ou bien voilà, le petit rein dans lequel les deux lignes sont rapprochées. Ensuite, on peut voir le bassinet. Le bassinet normalement ou bien le piélon. Le piélon ou le bassinet, c'est la même chose. Il est triangulaire. Son bord supérieur est convexe alors que son bord inférieur est concave. Regardez ici. Convexe, concave. Vous voyez? Hmm. Et dans le cas, non. صافي بين لي. Et dans le cas où nous avons une dilatation, on peut voir que la بيكونكاف partie biconcave, très bien. Ou la biconcave, Ouais. قال فاضل بيكون- لا لا ça me réfère là. Biconvexe, 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 ماشي biconcave. هي هذيك حتى Biconvexe. فهمتيني المهم donc il y a une perte de la structure normale. L'urtère ensuite comporte 4 segments. L'urtère lombaire, l'urtère iliaque, ensuite l'urtère pelvien et intramural. Donc ces 4 segments. Parce que vous vous rappelez que l'urtère, en sa totalité, il mesurait 30 cm. Et il était distribué Mm. fait de Kamlin. Iliaque, si je me rappelle, 1 cm, lombaire 14, pelvien 13 et intramural 2 cm. Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas exactement des mesures, mais c'est à peu près ça. Il est aussi animé de mouvements péristaltiques continus. Ça veut dire qu'on peut voir, si on fait, bon, la radiographie, c'est une image statique, mais lors de l'exploration en chirurgie, lorsque vous ouvrez ديناميك. on peut voir le mouvement de ce tube. C'est ce qui le diffère d'une artère, par exemple, ou là, quelque chose d'autre. On peut voir le mouvement de péristaltisme, le muscle qui se contracte, continu et asymétrique, qui font que tous les segments ne sont jamais opacifiés en même temps. Donc ça aussi, c'est une caractéristique qu'on remarque en la radiographie. Regardez ici. Regardez cette différence de contraction, cette différence d'opacification. Donc ça nous témoigne de ce péristaltisme continu, mais qui est asymétrique. Donc ce n'est pas le même type de... Ils ne sont pas en phase. Même temps. Voilà, et après 10 minutes, on commence à tracer la vessie. Vous voir la vessie? Oui, non. Mais voilà, d'abord la vessie, à 20 minutes même. 20 minutes, la vessie, elle commence à se remplir de produits de contraste. Et ensuite, voilà, les instants, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Donc là, le cliché est pris à des instants différents pour étudier l'excrétion du produit de contraste. Mais bien sûr, comme on a dit, l'urographie intraveineuse a été remplacée par l'uroscanner parce que l'uroscanner est beaucoup plus sensible et bien meilleur, etc. Voilà, on peut aussi voir... injection de produit de contraste. Non? L'Euroscanner c'est injection de produit de contraste. Oui, oui. L'uroscanner, il se fait avec l'injection de produit de contraste. Voilà ici un exemple d'une image où nous avons un blocage au niveau de la voie droite. Donc, Ouais. voilà. On peut aussi étudier le bas appareil urinaire comme on a dit. On va demander à l'individu d'uriner et on va étudier la miction, l'urètre. L'urètre s'il y a... ما يغنيش Non? ما يغنيش غيشوف كامله كيفاش؟ لا Non. فيسي الناس بأوفر لا انا نعم.
Là, Hadi, le bas appareil urinaire, on commence de la vessie. On va voir la vessie. S'il y a un problème, une tumeur, on va voir que cette opacité, elle ne devient plus ovalaire, elle ne devient plus circulaire. Oui. Mais pour l'urètre surtout. L'urètre, on va demander d'uriner. Donc la vessie a un aspect ovalaire. Le contenu, la paroi et la topographie de la vessie sont étudiés. Parce que, imaginez avec moi, si vous avez une tumeur qui se forme, donc vous pouvez comprendre que nous avons l'opacité ici, et nous avons un petit cercle qui bloque cette opacité. C'est bon? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, l'urètre est analysé sur les clichés permictionnels, en pleine miction. Donc chez l'homme, on peut voir les 4 segments de l'urètre. L'urètre prostatique, membraneux, bulbaire et pénien. Et donc on peut voir s'il y a, par exemple, le problème de l'hypospadias, s'il y a un problème de sténose, s'il y a hypertrophie de la prostate, etc., qui va bloquer cette voie. Regardez ici. Vous pouvez voir les 4 segments. Non? Voilà. Donc l'urographie, on demande à l'individu d'uriner et on prend un cliché. Fausse la miction permictionnelle pour étudier la sortie du produit de contraste. Et on voit les 4 segments, chez l'homme, on voit les 4 segments de l'urètre. Prostatique, membraneux, bulbaire et pénien. Ensuite, le méa urétral ou le khargan. Mais le méa, on peut l'inspecter par l'examen clinique. Yes. Voilà. Voici l'image qui nous donne les 4 segments. Donc on peut dire qu'il y a, voilà, on peut dire, est-ce qu'il y a une hypertrophie de la prostate? Mais bon. Donc on peut voir les 4 segments jusqu'à l'urètre pénien et la sortie, l'élimination. Donc voilà. Et ensuite, comme on a dit, on peut prendre une image après la miction pour étudier le vidange, s'il est incomplet ou non. S'il y a des résidus, donc on peut dire qu'il y a un problème de vidange chez cet individu. Donc voilà, c'est tout concernant l'urographie intraveineuse, mais elle est abandonnée pour l'uroscanner. Ensuite, nous avons les autres explorations très utilisées, mais ils ont des indications bien spécifiques de nos jours. Donc ce sont des examens relativement invasifs qui doivent être réalisés en respectant les conditions d'asepsie, notamment l'urétrocystographie, la cystographie et le pyélographie. Donc ces examens sont surtout rétrogrades. On injecte une sonde par le méa urétral, le méa urétral, et on commence à monter, à aborder par une voie rétrograde. Donc on monte vers le haut. Donc le premier examen, c'est l'urétrocystographie rétrograde. Donc c'est une opacification de l'urètre et de la vessie par une sonde placée au niveau de l'extrémité distale de l'urètre. Donc une sonde, l'extrémité distale, on insère avec la sonde et on commence à injecter le produit de contraste. On peut voir l'urètre et la vessie. Elle est indiquée dans la recherche de sténose. Donc elle est très, très, très performante pour les dépister. Elle est très facile à faire. Mais bien sûr, tous ces examens sont contre-indiqués sont contre-indiqués dans un seul cas. À votre avis, lequel? Tous ces examens. Parce qu'on insère une sonde. نفس اللعيبه قلنا الا ما كانوش لي زيغين زعما ما كانش ديك لا سيفتي كما قايل ما كانش لا ما كانش لي زيغين لا احمد انت ما تجاوبش. هاد les examens sont formellement interdits. الا ما كانوش لي زيغين ستيريل اذا ما كانوش les urines stériles. Oui, j'accepte ça. Mais quoi d'autre qui est encore plus grave à Mohamed? شي تيمور الا ما كانش ليموراجي الا ما كانش الا كان سميتو الا سي قول شي تيمور قال لك تيمور لا ماشي تيمور ماشي تيمور. الا كانت شي جرحه Une section, très bien. Section ديال l'urètre. Donc la sonde qu'on va insérer, elle va empirer la situation. Donc imaginez avec moi, هو عندكم l'appareil urinaire. عندكم l'appareil urinaire, il y a comme l'urètre pénien, membraneux, bulbaire, prostatique, etc. Et vous avez une section. Si vous insérez la sonde, et bien sûr, il y a une section ici, donc il n'y a pas la continuité. Ça veut dire que l'urètre, il discontinue. Donc vous aurez un fragment ici et un fragment autre part. Et si vous injectez votre sonde, vous irez nulle part. Et vous allez causer beaucoup plus de problèmes, l'infection et autres. Donc c'est une contre-indication absolue de ces examens. Parce qu'on a une interruption due à un traumatisme ou bien autre chose. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez, non? D'accord. Ouais. Donc voilà. L'urétrocystographie, elle permet la même exploration, mais cette fois c'est surtout juste de la vessie et l'urètre pour voir s'il y a une sténose, s'il y a un problème. Donc regardez ici un exemple.
c'est une empreinte d'une prostate hypertrophiée. Donc, comme on a dit, dans cette région, s'il y a un blocage, c'est surtout l'hypertrophie, la partie inférieure de la vessie. C'est là où siège la prostate. Elle est directement en bas. Voilà. Ensuite, la cystographie. نعم. سمعتو طلعت نعم. لا Voilà. تما فين كاين ستينوز تما. Il n'y a plus le produit de contraste. Il ne passe plus. Il passe difficilement. Regarde l'urètre après. تما C'est un col très fin. يسحب لي في النجمه كنقول النجمه لا النجمه راه كتبلوكي من تماك. لا بروستات كبرت ولات كتبلوكي. النجمه c'est toute cette région parce que la prostate c'est toute cette région qui bloque. Parce que la prostate elle tourne autour de l'urètre. Elle est autour. Donc si elle est hypertrophiée, ça va occuper toute cette région. إذا بغيت نرسمها لك في بينت ها هو l'urètre. دور لي غير كامل غادي تسد فيه. هي une prostate normale. Si elle est hypertrophiée, elle va augmenter de taille et bloquer une région plus grande. C'est ce qui s'est passé ici. Et donc elle va être comprimée. Elle va comprimer la voie urinaire. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà. طلعت لنا حتى لهنايا حتى للنجمه. C'est bon? Ensuite, nous avons la cystographie. La cystographie, c'est surtout pour étudier la vessie. Donc, l'opacification de la vessie, encore une fois, par une voie rétrograde ou par une ponction suspubienne, si la voie rétrograde est inaccessible. Bien sûr, comme on a dit, le CBU doit être stérile, parce que sinon nous allons empirer la situation, et il est indiqué surtout chez l'enfant, pour rechercher un reflux vésico-urétéral ou des valves de l'urètre postérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On injecte le produit de contraste cette fois dans la vessie, mais si par voie, voilà, c'est juste la vessie, et on cherche après. Donc imaginez avec moi, on avait injecté le produit de contraste dans la vessie, et on le trouve dans l'urtère. Ça témoigne quoi? Le reflux. Donc c'est un exemple d'indication qu'on fait. Donc voilà, la cystographie, et on remarque le produit de contraste qui est remonté. C'est le reflux, immédiatement. Donc c'est le reflux vésico-urétéral, au niveau de l'urtère, et ça a monté jusqu'au rein. C'est bon? Aux voies excrétrices rénales. Ensuite, nous avons... بداتي بعدا Oui? هذوك نورمال هذيك بيلون Non, les dilatés, oui. Les dilatés, là, ديرات biconvexe. بيكونفكس. Ensuite, nous avons la pyélographie descendante ou antérogate cette fois. Son but est d'opacifier les cavités excrétrices par voie descendante. Donc les cavités excrétrices, on injecte directement au niveau des calices et on étudie l'arbre urinaire s'il y a un problème. Et comme vous le voyez ici, la lithiase est très visible. باش ياسين Oui. هذا راه يعطيو لي اون انترافينو. Probablement, oui. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on injecte, mais c'est probablement intraveineux. Ah. Donc c'est à peu près c'est la même chose que l'urographie intraveineuse. Mais cette fois c'est la pyélographie descendante. Probablement c'est autre chose. Quand la veine qu'on سموها urographie intraveineuse. ولكن هنا لسه راه كاين واحد تيوب زايد. كاين واحد التيب. Donc on injecte directement dans le piélon. On injecte directement dans le piélon. بحال هذاك الدغان دو كير نورمال. Drain de Kerr. كان Drain de Kerr c'est un exemple qu'on peut voie utiliser biliaire. pour opacifier les voies biliaires. biliaires. Très bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons la radiologie interventionnelle pour guider nos biopsies, nos drainages, notre néphrostomie, notre dilatation des sténoses urétérales, notre embolisation artérielle, etc. Dans le cadre de la radiologie interventionnelle, donc on accompagne notre biopsie avec une échographie. Donc l'échographie, elle nous montre où est-ce qu'on va avec notre ponction. Donc voilà, c'est juste la radiologie interventionnelle. Elle occupe elle aussi une partie très importante pour étudier le rein et le parenchyme rénal. Et bien voilà. Donc c'est l'ensemble des gestes qui sont guidés radiologiquement. Donc voici les exemples, ils sont plusieurs. Et ceci n'est pas une liste exhaustive. Donc il y a plusieurs autres exemples et indications qui nous facilitent les interventions. Et voilà, Naama Salah. حمزة وقف في الترين. Là, ça va, là, comme le d'avant. Donc voilà, c'est tout concernant le premier cours de l'exploration standard de l'appareil urinaire. Donc comme on a dit, il y a plusieurs méthodes, mais pour résumer, les plus importantes c'est l'échographie. Elle est toujours de première intention pour dépister les lésions les plus fréquentes. Et ensuite, si l'échographie n'est pas suffisante, le scanner est l'examen de référence demandé en deuxième intention
pour chercher plus profondément les lésions. Donc voilà, c'est tout concernant le premier cours. Si vous avez bien compris, n'hésitez pas à laisser un like, partager, ça fait toujours plaisir et voilà, on se verra bientôt.